Alors, qui es-tu? Alors moi, c'est Marie Watley. Je suis architecte, urbaniste et illustratrice, artiste. Et j'ai créé une structure qui s'appelle Mondes Imaginaires, euh, qui se déroule entre récits et une méthodologie que j'expérimente. Tu as fait des études d'architecture. En quoi cela a-t-il influencé ta pratique du dessin? Alors je pense qu'en fait, dans les études d'architecture, on m'a un peu forcée à représenter la réalité telle qu'elle était, c'est-à-dire des perspectives, la géométrie descriptive ou plein de choses comme ça. Et en fait, ça a développé chez moi l'envie de dessiner autrement et d'avoir un autre langage en architecture. Et il y a une scission qui s'est faite quand j'ai fait l'école d'architecture. À un moment donné, je me suis dit, je veux être architecte, je veux pouvoir construire pour des gens, je veux pouvoir répondre à des besoins, mais je veux pas, en fait, je veux pas le faire de cette manière. Et ouais, il y a une scission qui s'est faite dans le fait que l'architecture, la manière dont on nous l'enseignait, elle relevait de la trame, d'une répétition de choses, d'une sorte de superposition, en fait, enfermée dans des murs. Et cette manière de faire de l'architecture, elle a réveillé en moi quelque chose d'autre. Tu parles de monde imaginaire. Qu'est-ce que cela signifie selon toi? En fait, dans ma démarche, j'essaye de mettre en place des dispositifs architecturaux et urbains qui relèvent du sensible, donc par exemple des cartographies sensibles, des démarches de terrain, des rencontres avec les gens. Et en fait, tout ça, j'essaye de le traduire dans des dessins imaginaires. Et en fait, pourquoi ça s'appelle Mondes imaginaires? C'est parce qu'en fait, j'essaye de révéler, on va dire, des rêves ou des envies de personnes sur un territoire. Quelles sont tes influences majeures, les architectes ou dessinateurs que tu affectionnes particulièrement? Donc une inspiration pour moi, ça a été le Bauhaus, et ça le reste toujours aujourd'hui, dans cette manière de lier beaucoup de disciplines entre elles et que des individus coexistent et réfléchissent ensemble pour produire des choses qui relèvent de l'artisanat, du tissage, de l'architecture, de l'art, de la question de cultiver la terre aussi. Et il y avait des formalisations qui se passaient aussi notamment à travers des ballets. Un ballet qui mêlait forme et la question du corps dans l'espace et le ressenti. Et je pense que ça, c'est un mouvement qui devrait être mis au goût du jour aujourd'hui. Tu milites pour une participation vive des habitants au processus de projet. Peux-tu en dire un peu plus? Je pense que c'est important de ne pas se mettre dans une position où on décide pour les gens, on décide d'implanter tel bâtiment à tel endroit, de construire la ville pour les autres. Et je pense que c'est important de déconstruire toute la chaîne de l'aménagement et de la construction d'un bâtiment pour pouvoir inclure tout le monde et qu'en fait la ville, elle puisse permettre à une diversité de personnes d'exister. Alors, la pratique du dessin est une pratique individuelle, presque intime. Comment arrives-tu à en faire un outil de recherche collectif? Alors le dessin, c'est vrai qu'il arrive à chaque fois de manière... quand je suis assez seule pour travailler, toujours en... En fait, j'essaye de ne pas trop dévoiler au départ les dessins que je produis. Et c'est à partir du moment où on commence à réfléchir ensemble avec une équipe, avec des collaborateurs, où je commence à dessiner de mon côté. Et finalement, c'est au moment où on arrive à formuler une idée ensemble que là, je formalise les idées en dessin et que je montre les dessins et qu'à partir de ces dessins, il y a quelque chose qui se produit. Tu travailles beaucoup avec les enfants et interviens dans les écoles. Qu'est-ce que cela fait de revenir à l'école primaire? Alors revenir à l'école primaire, c'est peut-être aussi remettre en question un peu des choses avec les enfants. On est un peu dans cet apprentissage d'observer le monde et d'observer et finalement essayer de comprendre comment composer avec des choses qu'on a à l'intérieur de nous. Et les enfants dans l'apprentissage, surtout à l'école primaire, c'est un peu cette question, qu'est-ce que c'est un imaginaire? Qu'est-ce que ça veut dire un paysage? En fait, quelle est notre perception? Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Est-ce que ça se traduit avec des formes qui sont rondes et courbes et comment on le dessine et comment notre corps il interagit avec tout ça? Et je pense que cette part un peu de naïveté, d'insouciance aussi de la part des enfants et qui forme quelque chose de très intéressant à partir du moment où les enfants ils s'expriment seuls individuellement dans un atelier et puis tout d'un coup il y a quelque chose de collectif qui se produit avec eux et il y a quelque chose de différent que partout ailleurs. Tu t'intéresses à la question du genre. Pourquoi ce thème en particulier?
Alors, c'est vrai que ce qui suit un peu toute l'histoire des mondes imaginaires, c'est deux personnages, c'est des petits explorateurs de l'univers, c'est Léon et Paulin. Et Paulin, c'est vrai que j'ai choisi un prénom masculin en contradiction avec son corps, parce qu'il se sent fille. Et je pense que ce que j'ai voulu exprimer derrière ça, derrière ces petits héros, en fait, finalement, c'est l'idée que, en fait, Paulin, c'est un enfant, il est vivant, il apprend, les choses sont en transition dans sa vie, il découvre le monde, il explore, en fait. Et je pense que ça symbolisait beaucoup de choses d'illustrer tout ce récit sur l'architecture, l'urbanisme et l'art à travers deux personnages, et dont un personnage non genré. Comment vivre de l'illustration? Comment accèdes-tu à la commande? Alors, ce que j'essaye de faire, c'est de constituer un univers qui m'appartient, où là, la pratique du dessin, elle est très individuelle, et du coup, c'est mondes imaginaires. Et après, je m'associe de manière ponctuelle et dans une durée nécessaire pour répondre à une mission, qu'elle relève de l'architecture, de l'urbanisme ou d'autres disciplines. Et donc là, je peux m'associer à un collectif, je peux m'associer à une personne qui développe des projets de manière indépendante, je peux m'associer à une institution, je peux m'associer en fait à différentes formes de structures. Et c'est, je pense, d'avoir cette part du coup individuelle de la pratique du dessin qui avance, permet de rencontrer et de collaborer plus facilement avec d'autres personnes. Tu travailles entre la France et la Suisse. Pourquoi ce choix? Je pense qu'il y a des complémentarités dans les deux pays, dans le sens, voilà, la France, si on parle de la discipline de l'architecture, a une dimension beaucoup plus artistique que la Suisse, qui relève plus de l'ingénierie et plus techniciste. Et il y a aussi quelque chose de différent dans le rapport au commun, aux communes, aux institutions, et à la démocratie, en fait, finalement. Et en Suisse, il y a une part de référendum qui est importante pour les habitants. Et il y a aussi toute une culture, en fait, un mouvement de squat qui est sorti en Suisse et notamment aussi à Genève. Et en fait, c'est ce mouvement qui a donné lieu à plein d'espaces communs. En fait, aujourd'hui, il s'est éteint. Il s'est éteint, contraint par les institutions. Et en fait, il est en train de renaître de plein de manières différentes, à travers des coopératives, à travers d'autres manières en fait, de construire et de fabriquer cet ensemble en fait. Je pense que c'est un peu ça qui fait qu'en Suisse, il y a quelque chose de fort auquel j'ai l'impression d'un peu appartenir. Quels conseils donner aux étudiants en architecture et aux jeunes diplômés? Je dirais, je sais pas, soyez naïfs, rêvez, et puis surtout vous enfermez pas entre les murs. Et aussi en mettant un peu d'énergie, même beaucoup d'énergie, les imaginaires ils peuvent devenir réalité.